Spécial débat aujourd'hui parle des propositions de Délice Esanga, député national, et avec Rodrigue Ramazani, cadre de son parti, nous allons décortiquer un par un ces propositions, savoir si elles sont réalistes ou pas, savoir si c'est de la récupération politique. Très heureuse d'être avec vous, Rodrigue Ramazani. Plus heureux que moi, il n'y a pas à retrouver en face de moi après autant d'années, je pense. Madame Paulette Kimoto, merci pour l'invitation. Je vous en prie, des jeunes cadres, des jeunes turcs, comme on l'appelait à l'époque de la conférence nationale souveraine, les jeunes qui commençaient la politique, eh bien on les appelait les jeunes turcs. Je ne sais pas si aujourd'hui, quelle est la dénomination qu'on va vous donner. Alors, comment ça se porte en vol aujourd'hui? En vol, c'est porté. Hors de l'Union sacrée, d'ailleurs. Non, l'envol n'est plus de l'Union sacrée depuis le 30 octobre dernier. Le comité national de mon parti avait levé l'option après évaluation de notre participation au sein de cette plateforme politique. Le comité national avait pris l'option de quitter l'Union sacrée et la décision a été annoncée par le président national de mon parti. Et nous tous qui sommes membres de ce parti, on a pris une responsabilité pour aussi prendre notre liberté vis-à-vis de cette organisation politique. Mais c'est bien, mais il y a certains ministres, certains députés qui ont dit non, hein, qui sont restés, hein, qui n'ont pas suivi leur autorité morale, entre guillemets. L'envol est un parti organisé. Je crois que moi, si j'étais membre du cabinet, j'ai pris mes responsabilités. Et tant que cadre et militant du parti, j'ai suivi la position du parti. Vous savez, de plus en plus, ça devient indécent. À un moment, il faut qu'on soit, nous, des acteurs politiques, assez sincères et responsables. Lorsqu'on reçoit un mandat du parti, un mandat du groupe, et que le groupe retire sa confiance à la personne ou au partenaire, si vous voulez rester avec le partenaire, c'est un choix. Mais d'abord, il faut laisser les mandats que le parti vous a donnés. Ensuite, vous déclarez votre appartenance au partenaire et abandonner votre parti. Faire les contraires, c'est faire acte de trahison. Mais beaucoup disent, moi je lis beaucoup mes compatriotes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on ne vit que de ça. Beaucoup disent, Délice Esanga aujourd'hui c'est un aigri, parce qu'il ne s'est pas retrouvé comme ministre, comme je ne sais pas quoi. Et voilà, quoi, aujourd'hui il ne fait qu'exprimer sa rancœur vis-à-vis de Félix-Antoine Tshisekedi. Vrai ou faux? Faux, madame. Parce que l'honorable Esanga, un mois avant la sortie du gouvernement Sama Lukonde, interviewé par un de vos confrères, Christian Nussakweno, dans son émission Top Press, je pense, la question lui a été posée s'il souhaitait être membre du gouvernement. Vous connaissez la politique congolaise. Sur une question comme ça, il allait sauter dessus pour montrer sa volonté d'être dans le gouvernement. Mais à cette époque, un mois avant la sortie du gouvernement Sama Lukonde, l'honorable Esanga avait dit qu'il se sentait à l'aise à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il savait déjà qu'il n'était pas là, puisque un mois avant, les noms sont déjà presque prêts, c'est presque bouclé. Non, c'est une supposition. Ceux qui sont dans le salon politique le savent qu'un mois encore, il y avait encore de manœuvres de négociation et de discussion. Alors que l'honorable Esanga s'était déjà prononcé pour dire qu'il choisissait être le gendarme de réforme. Parce que dans sa façon de voir la vie publique, il pense que ce n'est pas moins être un député. La charge publique, dans notre conception, nous les cessanguistes, peu importe le niveau. Oh, cessanguiste. Moi, je le suis. Moi, je me réclame toujours être un cessanguiste. Nous, dans notre façon de voir la vie politique, nous le disons toujours, peu importe le niveau de la charge publique, le plus important, c'est de le prendre avec sérieux et avec beaucoup d'abnégation. Raison pour laquelle, pour l'honorable Esanga, il s'était dit qu'il avait plus à servir la République au sein de l'Assemblée nationale comme gendarme de réforme. Gendarmes des réformes pour se battre sur des réformes consensuelles. Parce que vous le savez, qu'en juillet 2020, ils ont lancé l'initiative G13 avec d'heureuses mémoires Henri Thomas Lokondo et les consorts. C'était pour militer pour les réformes. Il avait trouvé que ce n'était pas bien pour lui, au nom de ses convictions, de laisser ses combats pour aller rejoindre le gouvernement. Il a préféré rester à l'Assemblée nationale pour rester gendarme de réforme. Et dans les différents débats, notamment sur la question sur la loi sur la CENI, vous l'avez vu s'élever pratiquement seul pour se battre pour que cette loi ne soit pas détricotée, dépiécée comme on le voit aujourd'hui. Il s'est levé, il s'est battu parce qu'il est gendarme de réforme. Donc l'honorable Esanga se sent mieux à l'Assemblée nationale qu'au gouvernement. Et cette question a été posée un mois avant la sortie du gouvernement. Donc l'honorable Esanga ne peut pas être anégré. Et la preuve, il y avait un poste au gouvernement qui était venu au sein du parti. Et l'honorable Esanga a amené cette question au niveau du comité national. Et le comité national du parti a désigné une dame qui est aujourd'hui la vice-ministre à la Défense. Qui a préféré elle suivre le plan de Dieu parce que selon elle,
l'autorité vient de Dieu, donc il ne peut pas désobéir. Vous avez suivi son point de vue. Je crois que c'est Je respecte son opinion. Voilà. Mais il y a certaines Congolais de l'espace Kassai, moi j'ose le dire parce que ce sont les élus de M. Delis Sassou qui se sentent trahis et floués parce qu'il a concouru là-bas avec l'effigie de Félix-Antoine Tshisekedi. Il a demandé à ce qu'on vote pour Félix-Antoine Tshisekedi. Alors les gens disent qu'il a utilisé le nom de Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir des voix et après le laisser. C'est un traître en fait. C'est ce que disent les Congolais. Les Congolais aujourd'hui sont très durs avec les mots. Hein. Donc on le traite de traître. Et on lui dit, ben, on verra en 2023 si tu viendras encore ici te faire élire à Louisa, je crois. C'est à Louisa. S'il viendra encore à Louisa pour se faire élire. Déjà ce qu'il faut préciser est que, d'entrée de jeu, entre Félix Tshisekedi et l'honorable Sesanga, celui qui avait besoin de l'autre pour battre campagne, c'était Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est venu demander le soutien de l'honorable Sesanga à la veille des élections, à la veille de la campagne 2018, pour aller en profondeur. Après Genève, vous vous souviendrez que l'honorable Sesanga est rentré ici parce qu'il n'y a pas eu de consensus dans la désignation du candidat unique de l'opposition, comme on le voulait. Et l'honorable Sesanga, à l'époque, avait fait appel à l'accord de Kinshasa pour ceux qui sont allés à Nairobi et ceux qui sont allés à Genève de se retrouver ici et de revenir au bon sentiment afin de trouver un accord de Kinshasa. À l'époque, l'objectif étant celui de bouter dehors le camp Kabila. Et malheureusement, personne n'avait écouté. Mais la seule personne et le seul candidat qui est venu vers l'honorable Delis Sassou pour solliciter officiellement son soutien, c'était Félix Tshisekedi. Et il y a de grands témoins dans cette histoire. Deux grands témoins que je vais citer ici. Il y a Vital Kamerhe, à l'époque directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Et il y a l'honorable Claudel Lubaya. Que je salue en passant d'ailleurs. Et que j'invite à mon plateau si possible. Qui était ce jour-là à cette rencontre ici, pas loin de ce vous, au cabinet, à l'immeuble 5 à sec, au cabinet Sesanga. Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet sont venus. Il y avait plusieurs témoins, mais j'ai cité deux témoins majeurs qui sont encore vivants. Et c'est au nom de ça que l'honorable Sesanga, en politique, a dit OK. Il est venu demander c'est un tandem, Claudel Lubaya, Delis Sassou. Voilà. Et c'est sur base de ça que l'honorable Sesanga a porté son soutien à Félix Tshisekedi. Ce n'était pas pour se faire élire. L'honorable Sesanga est élu député depuis 2006. 3 législatures. Vous savez, lorsque vous évaluez combien de députés sont revenus 3 fois, pendant ces 3 législatures, vous évaluez, vous êtes à moins de 12% des députés. L'Assemblée nationale, chaque législature est pratiquement renouvelée. Et à chaque fois qu'il y a renouvellement, il y a parmi les anciens l'honorable Delis Sassou qui mérite aujourd'hui 3 législatures. Donc l'honorable Delis Sassou n'avait pas besoin de Félix Tshisekedi pour se faire élire à Louisa. Et l'honorable Sassou en 2016, si les élections étaient organisées dans le délai, s'il n'y avait pas eu de glissement, notre candidat aurait été Moïse Katumbi contre Etienne Tshisekedi. Parce que nous, moi j'étais dans ce voyage, on a porté Moïse Katumbi jusqu'à Louisa, Kananga, Louisa, Kazumba. On a porté Moïse Katumbi. Donc ça n'a rien à voir avec une trahison quelconque. Il n'y a pas de trahison. Nous avons soutenu Félix Tshisekedi. Après, Félix Tshisekedi avait décidé de pactiser avec ceux qui étaient nos ennemis d'hier. On a pris nos responsabilités de ne pas l'accompagner. Lorsqu'il a décidé de rompre ce mariage, on a dit on va l'accompagner sur base de principes. Et lorsqu'il a décidé de briser les principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, quels sont ces principes? Les principes notamment, les réformes consensuelles. Je viens de parler de la loi sur la CENI, cette loi est tout sauf consensuelle. Au contraire, c'est une loi qui donne le levier à la majorité au pouvoir de décider qui sera membre ou pas de la CENI, partant de son article 12. Et de deux, la mise en place du bureau de la CENI ne s'est pas fait de manière consensuelle. La preuve aujourd'hui, nous avons vu le mercredi passé la ville être pratiquement paralysée. Ça veut dire qu'il y a absence de consensus. Nous sommes au-delà. Nous sommes loin de ce en quoi nous nous sommes convenus avec l'actuel régime. Et de deux, la situation sociale de la population qui ne cesse de dégrader et les politiques actuelles, le gouvernement ou encore le régime actuel ne cesse de nous démontrer que c'est le cadet de leurs soucis. Conséquence, nous on s'est dit, sur base de principe, comme on ne marche plus sur le même principe, on a décidé encore de laisser Félix Tshisekedi continuer son pouvoir. C'est rare dans ce pays de retrouver des acteurs politiques qui abandonnent le pouvoir. Au contraire, il y en a encore beaucoup au portillon de l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, Delis Sassou
vole en indépendant, c'est ça? Il ne soutient personne aujourd'hui, aucun camp politique aujourd'hui, il est indépendant? En fait, conformément... Est-ce qu'il est revenu chez Moïse Katumbi? Comment ça se passe? Il est en indépendant aujourd'hui? L'envol aujourd'hui est dans la ligne droite de résolution du bureau politique que l'on a tenu, notre premier bureau politique qui s'est tenu ici à Kinshasa au mois de juillet 2019. Et dans le cadre, l'envol avait décidé d'être un parti autonome. D'évoluer seul. Et au moment opportun, s'il y aura alliance, nous dirons comment est-ce que les alliances se feront. Oui. Moïse Katumbi reste un partenaire politique. Moïse Katumbi est un partenaire politique de l'honorable Sesanga et de l'envol. Et nous continuons à cheminer ensemble dans le cadre d'Ensemble pour le changement qui était notre plateforme électorale. Mais pour l'instant, l'envol sera seul, ni derrière Katumbi, ni derrière Kabila, ni derrière Fayulu. Et ceux qui suivent la vie politique le savent que l'envol n'a jamais été membre de la MOCA. Ce n'est pas aujourd'hui que l'envol va retourner sa veste. Nous avons l'habitude d'être constants dans nos positions politiques. Quand nous prenons nos positions, nous le prenons avec beaucoup de responsabilité. Et par contre, c'est ailleurs qu'il y a la versatilité. C'est qui acceptent des choses aujourd'hui, qui le réunissent demain, qui disent autre chose aujourd'hui. L'envol, lorsque vous lisez la manière dont nous conduisons la vie politique, vous allez constater que dans nos prises de position politiques, d'autant plus que nous prenons du temps pour le prendre, nous restons toujours constants. Donc l'envol est resté un parti autonome, derrière personne. Derrière personne. J'ai reçu un compatriote dans ce plateau. Il a carrément dit, quand je lui ai posé la question par rapport aux propos ou aux engagements d'Elie Sesanga, il a carrément dit que c'est une récupération politique. Elie Sesanga ne fait plus partie de l'Union sacrée, donc il n'a pas, voilà, pas des injonctions, mais il ne peut plus parler comme le veut le Congolais, donc il doit se taire parce qu'il ne fait plus partie de l'Union sacrée. Votre avis par rapport à ça? Est-ce que c'est de la récup politique? Non, je sais que ce sont des réflexions qui sortent de la 10e rue Limité et généralement dans des endroits un peu... Il est sous-côté là-bas aujourd'hui, Elie Sesanga est vraiment l'ennemi numéro 1. Un peu mal vu. Mais bon, bref, vous savez, les Congolais, ils aiment bien parler. Bon, pas les Congolais, les acteurs politiques congolais, pour certains même lorsqu'ils n'ont pas à dire, comme le disait Sacha Guitry. Il y a de ceux qui parlent jusqu'à n'avoir quelque chose à dire. C'est par exemple le cas de ce compatriote. Mais ce qu'il faut retenir est que tout Congolais a le droit de s'exprimer. C'est un droit constitutionnellement garanti, qu'il soit de l'Union sacrée, qu'il soit de l'envol ou ailleurs. Moi, je n'aime pas entrer dans des débats comme ça, mais ce qu'il faut retenir sur base de questions liées à la réduction de train de vie de l'État, je crois peut-être que c'est ce qui fait mal. La réalité, c'est quoi? Les gens n'aiment pas trop revisiter l'histoire, encore que c'est une histoire récente de notre vie politique. Au début de cette législature, nous sommes au mois d'avril 2019, lors du débat sur le règlement d'ordre intérieur. Je ne peux pas l'oublier parce que j'étais dans la salle. Lors du débat sur le règlement d'ordre intérieur, l'honorable Sesanga a pris le courage pour parler de la réduction du train de vie de l'État. Mais il a dit que cette réduction ne pourra être possible qu'avec l'engagement des élus. D'où il avait demandé à l'époque la réduction des émoluments des élus. Réduction des émoluments des élus. Là, il a touché un point sensible. Voilà, il avait touché un point sensible et il a été traité de tous les noms. Populiste. La majorité des députés que vous voyez, la plupart d'entre eux l'ont traité de ce nom. Même ceux qui sont devenus aujourd'hui adeptes de la réduction de train de vie des institutions, comme ils en parlent. Ils en parlent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas la quintessence même de cette grande réforme que nous projetons. Certains étaient pour l'augmentation, à l'époque en 2019, pour l'augmentation des avantages des élus. En 2020, ils ont changé pour devenir des adeptes de la réduction de train de vie des institutions. Mais parlons-en. Lorsque nous disons réduction de train de vie de l'État. Je vous coupe, nous allons aller mollo, parce que la télé, c'est le temps. On a compris l'idée. Nous allons prendre les engagements, parce que je sais qu'Elie Sesanga aime bien le mot engagement. Donc, le premier engagement, la réduction à 250 membres de l'effectif du cabinet du président de la République et rationalisation de l'organisation du cabinet pourrait rapporter jusqu'à 100 millions de dollars d'économie. Cette fois-ci, il a vraiment précisé avec chiffres à l'appui. Premier engagement, 250 membres.
Aujourd'hui, nous sommes à combien? Vous avez une idée des conseillers? 1018 membres. 1018. 1018 membres. Et vous savez, je me pose à un moment la question de savoir, jusqu'à arriver à 1018 membres, est-ce que finalement, le cabinet du président de la République est devenu une forme d'industrie de manufacture, une forme d'industrie manufacturière. Voilà, c'est beau le français, oui. N'est-ce pas? Je me demande comment on peut arriver à 1018. Kabila nous a laissé à peu près 440. Et je crois que le président Mobutu à l'époque a travaillé avec moi. Et au regard de nos finances publiques, nous devons adopter une politique d'austérité, de probité et de responsabilité. Lorsque vous voyez la manière dont le cabinet du président de la République est organisé aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce que le travail s'est fait comme il se doit? Est-ce que toutes les personnes qui sont dedans sont réellement importantes? Est-ce qu'il n'y a pas, Rodrigue Ramazani, est-ce qu'il n'y a pas un organigramme précis des conseillers d'un chef de l'État? Je ne sais pas, est-ce que chaque président vient avec son organigramme? Puisqu'on ne comprend pas que sous Kabila, il y en avait 450, sous Fachi, il y en a 1051, sous Mobutu peut-être moins. Mais il n'y a pas un organigramme précis pour les conseillers d'un chef de l'État en République démocratique du Congo? En tout cas, du point de vue textuel, tout se base sur une ordonnance. Une ordonnance, évidemment, l'ordonnance du président de la République, mais tout doit se faire sur base d'une responsabilité. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Vous le savez, nous avons un problème de chômage généralisé. Et pour certains acteurs politiques, ils estiment que l'arrivée au pouvoir, c'est une manière de s'enrichir et de donner, du travail. De caser ses proches. C'est proche. Okay. C'est ça la conséquence. Et comme on veut faire de l'État un pourvoyeur d'emploi, conséquence, on a des cabinets pléthores. Ce n'est pas seulement un problème du cabinet du président de la République. Allez visiter le ministère. Vous avez ceux qui sont sur l'arrêté, vous avez ceux qui sont sur une liste additionnelle. C'est compliqué. C'est compliqué, madame. C'est une situation qui doit nous interpeller tous, alors que nous avons une population qui souffre, qui a besoin d'argent, alors que nous avons des politiques publiques qui ont du mal, par exemple la gratuité de l'enseignement, qui ont du mal à bien fonctionner, faute de moyens de l'État. Or, l'État affecte mal le peu de moyens qu'il a. C'est pourquoi nous faisons la proposition de la réduction du train de vie de l'État sur base de ce que l'État mobilise déjà. Comme recette. L'État dit que je peux mobiliser 10 milliards. Mais le problème, ce n'est pas seulement la mobilisation de 10 milliards, mais le problème, c'est aussi dans la qualité des dépenses publiques. Comment on engage les dépenses publiques? Dès lorsque vous prenez la part belle, vous le donnez au fonctionnement des institutions. On peut avoir un budget. Vous savez, lorsque vous regardez, il y a un tableau, vous allez constater que chaque année, chaque institution, à chaque fois qu'il y a augmentation de budget, chaque institution augmente aussi sa part. Vous allez voir, il y a un tableau qui oui, on va monter ça. Lors du montage de l'émission, vous allez voir, parce que je ne peux pas vous le dire comme ça, vous n'allez pas comprendre. J'ai vu le tableau, mais je pose la question. Est-ce que il n'y a aucune institution qui peut statuer sur ça, parce que c'est vrai que ce sont, comment on appelle ça, les prérogatives du chef de l'État, c'est vrai, mais cela engage les dépenses de toute une république. Est-ce que la Cour de compte, je ne sais pas, on essaie d'extrapoler, est-ce que la Cour de compte, la Cour de cassation, l'Assemblée nationale, personne ne peut statuer sur le nombre exact des conseillers d'un chef de l'État? C'est pourquoi lorsque vous regardez notre réforme, parce que là nous sommes à la première phase, la réduction du train de vie de l'État a 3 phases. Mais là, nous sommes à la première phase de la réduction du train de vie de l'État, qui est la réduction du train de vie d'abord des institutions. Ensuite, nous avons la deuxième phase et nous aurons la troisième phase. C'est troisième phase, je le garde parce que c'est une position. Voilà. Deuxièmement, mais sur cette question, nous disons, ce que nous faisons, ce sont des propositions qui peuvent devenir de mesures. Mais pour que cela devienne de mesures, cela doit être porté et adopté par la classe dirigeante. Espérons. Deuxième engagement, la réduction de la taille du gouvernement à 35 membres, soit 25 ministres et 10 vice-ministres, jusqu'à 45 millions de dollars d'économie. Oui, madame.
Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Mais avec cette ribambelle des partis politiques, tout le monde veut être ministre, on veut faire plaisir à tout le monde. Comment on peut avoir que 45 ministres? C'est quasiment impossible en RDC. C'est possible, c'est une question de vision. Vous savez, lorsque vous arrivez au pouvoir avec une vision claire, vous savez ce que vous voulez faire de la République. Tout commence par là. Lorsqu'on a commencé cette affaire de gouvernement de Warriors, je crois que le G13 avait proposé un gouvernement de 35 personnes. C'était avec raison, parce qu'avec une Nkamba, je crois, on était à 77. Aujourd'hui, nous sommes à 65. Mais pourquoi on veut faire de la politique? C'est pourquoi tout le monde veut faire la politique aujourd'hui. Parce qu'on se dit que c'est le seul endroit où au Congo on peut s'enrichir facilement. C'est pourquoi nous proposons la réduction. Ça coûte trop cher à la République. Delis Esanga, quand il parle, il donne même les chiffres que ça peut apporter autant quand nous réduisons. Donc il ne parle pas comme ça en l'air, il a des chiffres vraiment à l'appui. Troisième engagement, la réduction du coût de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat pourrait générer jusqu'à 130 millions de dollars d'économies. D'ailleurs, il y a des gens qui vont même carrément jusqu'à la suppression carrément du Sénat. Il y en a qui vont jusqu'au-delà. Comme moi, je suis partisane de la suppression du Sénat parce que je n'en trouve vraiment pas l'utilité. Donc, est-ce que vraiment vous pensez que ça va passer avec nos députés, Patrick? Ça va passer? Nos députés qui n'aiment pas qu'on parle de leur argent, de leur émolument, secret défense, vous pensez qu'ils vont accepter cela? Servir l'État, madame, c'est faire acte d'abord de bonne volonté pour l'intérêt communautaire, donc l'intérêt général. Ce n'est pas une question de posture personnelle. On ne vient pas servir l'État, on ne vient pas devenir député national pour résoudre ses propres problèmes et les problèmes de sa famille. On vient résoudre un problème général. C'est pourquoi vous voyez le premier vice-président de l'Assemblée nationale, je crois lors de sa campagne pour devenir pour occuper ses postes, Soumabunda, il avait même dit que les députés étaient devenus une forme de pourvoyeur social. Autrement dit, comme on le dit dans notre langage courant, papa social. Donc, le député est un papa social. J'en ai reçu un, Rodrigue, j'en ai reçu un qui a dit, mais il ne faut que compléter là où l'État a failli. Le député aujourd'hui est devenu celui qui enterre, le député c'est celui qui soulage un peu la population, qui bâtit des ponts, qui arrange des routes, qui fait de forage et tout ça. Mais il ne peut le faire qu'avec ses émoluments. Si vous lui diminuez ses émoluments, c'est... Ceux qui l'ont voté, peut-être ne vont pas croire que quand je recevais par exemple 10 000, l'État me donne aujourd'hui 5 000, je ne peux plus rien faire. Est-ce que vous comprenez aussi cette façon de voir les choses? C'est désorienter le rôle d'un député. Ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de légiférer et de contrôler l'action de l'exécutif. C'est en contrôlant l'action de l'exécutif que le député donne la possibilité à sa population de trouver des solutions à ce problème. Madame, je suis élu par exemple, parce que moi je suis de Bandal, je suis élu de Funa, et je ne serais incapable d'enterrer ou de trouver des solutions aux problèmes de tous les habitants de Funa. La seule manière de trouver la solution aux problèmes d'Indaloa ou de Funa, c'est de... Moi, étant que député, c'est de travailler dans le cadre du contrôle parlementaire et de faire de recommandations au gouvernement afin d'améliorer les conditions sociales de notre peuple. En déviant ce rôle, en déviant le rôle de député, c'est ce qui nous amène dans la dérive où les députés aujourd'hui sont incapables de contrôler le gouvernement. Vous avez vu avec l'affaire RAM. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire RAM? Ça veut dire, le ministre est interpellé, le ministre est contrôlé. Après, il y a un député qui sort, évidemment, c'est le président AUDT2PS, qui sort, qui dit, tiens, on a tous commis l'erreur de contrôler le RAM, parce que le RAM, c'est une affaire de la présidence de la République. Et les députés, n'étant pas satisfaits de la réponse du ministre, ils ont décidé d'actionner une motion de défiance. Une motion de défiance, les députés bloquent. Pourquoi? Parce que pour certains, ils ont reçu des JIP, pour d'autres, ils ont reçu des corruptions, parce que l'argent qu'ils reçoivent de ce JIP et des différentes corruptions qui leur parviennent, leur permettent d'être de papa social dans la société.
ici, lorsque nous le proposons, parce que lorsque vous regardez les chiffres qui sont là, sur le fonctionnement, d'abord, du point de vue de la rémunération du membre de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi du fonctionnement, c'est exorbitant pour un pays comme le nôtre. On se permet de beaucoup dépenser alors qu'on n'a pas de moyens. Nous militons pour l'avènement d'un État modeste mais efficace. Un État qui dépense moins, mais qui dépense rationnellement, de manière rationnelle, avec des résultats qui seront efficaces. Je vous donne un cas qui est du point de vue de l'exemplarité. L'honorable Sesanga lui-même, sous Covid, il a décidé de ne plus prendre ses émoluments de pratiquement toute une année, allant du mois de mars jusqu'en décembre 2019. L'honorable Sesanga n'a pas touché ses émoluments. Il a demandé que ces émoluments puissent servir la collectivité. Et ces émoluments ont servi à l'achat de l'ambulance, des bonbonnes, de masques FPP1 et ainsi de suite, de gants stérilisés pour permettre au personnel soignant de faire mieux leur travail. En réalité, c'est une action, c'est rien lorsque vous évaluez le montant. C'est peut-être pas grand-chose au regard de ce que la République dépense, mais regardez l'efficacité de cette action vis-à-vis de la communauté. C'est pourquoi nous militons pour l'avènement d'un État modeste, mais efficace. Mais efficace. État modeste, mais efficace. Quatrième engagement, la rationalisation des missions des officiels en mettant fin au trafic des missions à la présidence de la République. Les ministères et autres services publics de l'État pourraient dégager jusqu'à 50 millions de dollars américains. Ça, c'est pas possible, parce que vous le savez, les Congolais vivent des missions. Moi, j'ai travaillé aussi dans des ministères. Je sais comment les gens peuvent se tuer pour les missions de service. Et vous demandez à ce qu'on baisse, on rationalise. C'est compliqué, ça. Place Balière à Penza, c'est incroyable. Là, vous touchez à... Madame Paulette, d'ailleurs, il faut revenir dans l'histoire. J'aime l'histoire politique de mon pays. Le 13 parlementaire. Les 13 parlementaires. L'on rappelait au fait maréchal qu'il est selon Jeune Afrique à l'époque, Jeune Afrique disait déjà que le président de la République de l'époque était le président qui a le plus voyagé au monde parmi les autres présidents. Et que ces voyages ne profitaient même à des personnes qui n'avaient aucune qualité officielle, si ce n'était pas seulement être de proche du président. Je ne le dis pas expressis verbis, mais c'est l'esprit de cette partie de la lettre de 13 parlementaires. C'est le même cas aujourd'hui. Et à l'époque, c'est lui qui était parmi les 13 parlementaires, c'est le Sphinx, un des meilleurs de nous tous. Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel chef de l'État. Ils ont rappelé à l'ancien président qu'il faisait beaucoup de voyages et que ça coûtait beaucoup au trésor public. Et la majorité et ce groupe pléthore qui l'accompagnait, la plupart d'entre eux n'avaient aucune qualité officielle, sauf le fait d'être ses proches. Nous ne sommes pas loin de là. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Même pire. Et vous le qualifiez même que c'est... Je pense même que c'est pire. Mais nous sommes dedans. Donc, vous savez, la lettre de 13 parlementaires, ça bien que l'IGF a dit que ce n'est pas le montant que l'on pensait, ce n'est pas au-delà de 500 millions de dollars ou quoi. L'IGF l'a réduit à presque 50 millions, 10 fois moins. Donc, on a peut-être mal fait les calculs. Vous savez, il y a deux sources dans cette histoire. Il y a l'ODEP, qui parle de plus que ça, je crois de 250 millions. Et il y a l'IGF qui parle de 50 millions. 50 millions. Maintenant, je veux analyser la crédibilité de source, l'indépendance de source. L'IGF est un service de la présidence de la République, nommé par le chef de l'État, dont le chef de l'État est le chef hiérarchique. Ça veut dire, du point de vue de l'indépendance, l'IGF n'est pas indépendant, donc ce n'est pas une source crédible. Pour moi, l'ODEP est une source crédible vu son indépendance et l'absence de lien avec la présidence de la République. Avec la présidence de la République. Et pour moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a la rationalisation de... Il faut rationaliser, madame. Ça fait de trop. Nous sommes aujourd'hui à 177e voyage. Selon l'ODEP, c'est une source que je cite. L'ODEP parle de 177e voyage et lorsqu'on prend, selon l'ODEP, la moyenne de 5 jours par voyage, on constate que le chef de l'État, en réalité, sur les 3 ans, a vécu 1 année et demie à l'extérieur du pays. Donc, il a géré le pays en interne que pendant 1 année et demie sur les 3 ans.
c'est quand même scandaleux. Quand je prends la source venant de l'ODEP, des informations de l'ODEP, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi nous insistons là-dessus. Il faut chercher à capter les finances de l'État pour le réaffecter autrement. Dans le domaine régalien, l'état d'urgence a besoin de moyens, l'état de siège, allais-je dire, a besoin de moyens parce que le ministre même de la Défense lui-même a avoué, dans la commission Défense et Sécurité, lors de son audition, qu'il y avait un problème de programmation et aussi un besoin de moyens pour les opérations. Mais nous mettons l'argent ailleurs alors que le besoin est autre part. Les politiques publiques comme la gratuité de l'enseignement souffrent de manque de moyens. De manque de moyens. Alors, nous, notre souci, ce n'est pas celui de faire une polémique, mais au contraire, c'est de rappeler à l'État ses devoirs, c'est de rappeler à l'État qu'il ne doit pas être aussi insouciant vis-à-vis des problèmes de la République. 5e engagement, l'abrogation du décret numéro 18/039 et 18/038, déterminant respectivement les avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, d'une part, et d'autre part, les avantages et devoirs reconnus aux anciens membres du gouvernement. Donc, il propose à ce qu'on puisse revoir cette... Non, l'abroger. C'est abroger carrément ce décret. Il faut l'abroger. On ne peut pas créer une république de privilégiés ou de privilèges. Attendez, vous avez les anciens membres du gouvernement, vous avez le Premier ministre. Déjà, ils étaient à combien? Je crois ils pouvaient être à 80 parce que ça augmente au fil des années. Exactement. Qui sortent, ils reçoivent les indemnités de sortie de 6 mois de leurs revenus dans un pays comme le nôtre. Et ces derniers doivent recevoir autant d'avantages, voyager en business class avec leur famille pour aller en vacances, recevoir, je crois, 30%. Ce sont les premiers ministres ou tous les ministres? Et les membres du gouvernement. Wow. Et les membres du gouvernement. Wow. Et les membres du gouvernement. Moi, je crois que c'était réservé simplement au Premier ministre. Waouh. Ces membres du gouvernement, c'est quand même beaucoup aussi. Vous imaginez que nous sommes en train de créer une classe... une république de privilèges. Quelle injustice sociale! Quelle injustice sociale! À cela, il faut ajouter encore la loi qui porte, je crois que c'est parmi les engagements aussi, sur les avantages des anciens chefs de l'État. Je peux le lire carrément. 6e engagement, la révision du régime des avantages accordés aux anciens présidents de la République et la limitation dans le temps des avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Nous devons reconnaître que le chef d'État travaillent pour l'intérêt de la République. Après leur fonction, ils doivent bénéficier d'un certain statut. Ça c'est vrai, même ailleurs ça se fait. Même ailleurs, ça se fait. Mais est-ce qu'il faut l'amener jusqu'à 680 000 $ le mois? 680 000 $ le mois? Selon le calcul tel que les calculs sont faits, parce que il reçoit, je crois, 30% de revenus du président en fonction. Est-ce qu'il faut forcément que ces avantages soient comparés à celui qui est avec le chef de l'État qui est en fonction? Non, nous ne pensons pas. Je ne sais pas. Si l'ancien touche 680 000 $ et celui qui est en fonction peut toucher à peu près combien? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, même le chef de l'État lui-même n'a pas de réponse à ça. Une question lui a été posée, s'il connaissait le montant de son salaire. Le chef de l'État avait répondu qu'il ne savait pas. Donc moi, je n'oserais pas aller sur ce terrain pour faire le calcul. Mais les calculs qui ont été faits, après, en faisant la comparaison avec la loi de finances, ça dégageait que l'ancien chef de l'État, donc Joseph Kabila, a touché jusqu'à 680 000 $ américains. Pour le chef de l'État en fonction, même le président de la République lui-même n'a pas de réponse là-dessus. Moi, je ne peux pas m'aventurer à aller sur ce terrain. 7e engagement, la rationalisation du statut des membres des institutions d'appui à la démocratie, la dissolution du CNSA et la suppression des nombreux organismes administratifs rattachés à la présidence de la République. Pour le CNSA, vous allez tuer notre ami. Non, le problème n'est pas
le nez ou bien le vieux Olengankoy, on n'a rien à voir avec lui. Nous ne faisons pas la politique d'acharnement personnel. C'est question de principe. Il faut qu'on le sache tous que le CENSA a été mis en place dans un contexte politique bien déterminé. Et ce contexte politique est largement dépassé. C'était dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui aujourd'hui est vidé de tout son sens. Vidé de tout son sens. Et son essence. Même la loi qui crée cette institution d'appui à la démocratie démontre à suffisance que cette institution n'a plus sa raison d'être. L'envol, pour la CENSA, nous sommes allés au-delà de cette proposition parce que l'honorable Sesanga a déposé à l'Assemblée nationale la loi organique portant abrogation du CENSA. Il y a une loi qui est déposée et qui est même alignée. Et c'était fait depuis 2020. C'est fait depuis 2020, mais malheureusement, nous avons une assemblée assez lente, nationale, surtout le bureau actuel qui brille dans le fainéantisme. C'est ce que beaucoup de députés, d'ailleurs, un que j'ai reçu, Juvenal Mounobola dit carrément il y a une lenteur administrative incroyable par rapport à ce... Je ne veux pas seulement dire qu'ils sont fainéants. Ouais. Lenteur administrative aussi, bon, si c'est le fainéantisme, eh bien. 8e engagement, la suppression des féodalités fiscales instituées en rente de situation au profit des organismes inefficients et détournés de leur mission légale, FONER, ARPTC, FPI, le GOPAS, le comité de suivi des prix des produits pétroliers et budgétisation de leurs ressources pour une meilleure gestion de la fiscalité affectée. Tout ça, c'est sans vous voulez faire tomber les avantages de beaucoup de Congolais. Hein. Ils vont vous faire la guerre par rapport à ça. Hein. Nous faire la guerre, c'est faire la guerre à la République. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, je sens qu'au sein de l'opinion, le débat sur nos finances publiques intéresse de plus en plus notre population et ça nous écarte un peu de débats habituels de notre classe politique. Non. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Notre souci, c'est de rationaliser la dépense. Vous avez des institutions comme RAM, parce que si on va dans le FONER, les gens vont s'embrouiller. Restons dans RAM, c'est qui est connu. RAM, c'est connu aujourd'hui pour que, du point de vue compréhension, parce que là, on le vit tous les jours. L'opinion puisse comprendre ce qu'on voulait dire ici. Vous avez RAM. Il se pose un problème de comment est géré RAM. La question a été posée à l'époque, il n'y a pas longtemps, au DG de DGRAD, qui est cette institution qui est censée collecter les recettes administratives et domaniales. Le DG répondra qu'ils ne perçoivent que de taxes qui sont légales et réglementaires. Ça veut dire RAM n'est ni légal ni réglementaire. Mais après, ça veut dire que le fonds de RAM qu'on nous prend chaque jour, bien qu'on nous a promis d'arrêter avec les téléphones DG, moi ma mère m'a même dit il n'y a pas longtemps, que son téléphone, je lui ai envoyé du crédit, il m'a dit qu'il a été... ça continue, même pour 2G, ça continue. Il a été amputé par RAM. Donc, nous ne savons pas où est affecté cet argent, pour quelle fin. Pour la gratuité, vous l'avez suivi. On affecte ça à la gratuité de l'enseignement, on affecte ça pour donner Internet dans les universités, on affecte ça dans beaucoup de choses. Le ministre s'est exprimé. Mais finalement, on ne sait plus. C'est une taxe, c'est un impôt... comment cela est affecté. On dit que c'est une rémunération qui sert finalement à mettre de Wi-Fi. C'est au regard de tout ce fou. Parce que finalement, l'argent de toutes ces institutions citées ici sont affectés pour de besoins obscurs. L'opacité de la gestion de fonds qui leur sont alloués pose problème aujourd'hui. Vous avez vu les différents scandales qui sont sortis derrière... le fonds de promotion des industries à travers les différentes personnalités politiques. Là, c'est de l'ancien régime. Attendant, lorsque ce régime passera, nous allons encore recevoir d'autres scandales que dans pas très longtemps. Les actuels dignitaires se sont donné des quotas énormes au sein de ces institutions. Le problème est que les différentes institutions citées ici, la gestion des finances qui leur sont allouées est opaque. On ne sait pas comment est-ce qu'ils affectent l'argent qui leur est alloué, comment est-ce qu'ils orientent
les dépenses qui sont les leurs, finalement, on ne comprend plus rien. Parce qu'à la fin des comptes, même du point de vue contrôle, vous savez que nous avons cette faiblesse dans nos institutions de contrôler la manière dont nos services publics fonctionnent. D'un coup, cela ne permet pas que l'État fonctionne avec efficacité. 9e engagement, la réduction de la taille de l'Assemblée nationale de 500 membres entre 300 et 350 membres à partir de la 4e législature. Ah, là, les cadavres vont mourir. Hein? Ah, là. Vous savez... Avec 80 millions d'habitants, 500, c'est vraiment... C'est rien, au fait, 500. Nous sommes à plus de 80 millions d'habitants. 500, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Vraiment une goutte d'eau. Madame, vous savez, le 9e engagement nous permet d'éviter à la République quelque chose. Quoi ça? Le fait de faire de l'Assemblée nationale une entreprise. Non, aujourd'hui, disons-le, que l'Assemblée nationale ressemble à une entreprise et le siège des députés sont devenus pratiquement des héritages pour leurs enfants, leurs femmes et leurs membres de famille. Nous ne parlons plus forcément... C'est pas anticonstitutionnel, hein, l'a dit Léon Nembalemba, c'est pas anticonstitutionnel. Rien n'empêche ça. Je suis d'accord que c'est pas anticonstitutionnel, mais ça choque la morale publique. La moralité publique, allais-je dire. Ça choque l'opinion publique, ça choque. Madame, aujourd'hui, lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, vous constaterez que sur les 500 députés, il y en a peu qui sont actifs. Il y en a peu qui exercent réellement leur mission au sein de cet hémicycle. Les problèmes commencent là. Dans l'efficacité. Il n'y a même pas de test pour voir, il n'y a même pas de contrôle, il n'y a même rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas côté, il n'y a même pas un truc de cotation. Donc, tout ce qui compte, c'est la présence. C'est le temps de présence. Voilà, exactement. C'est le temps de présence. Comment on appelle l'autre là? Invisible. Les émoluments, ils sont comptés les jeeps palissades et tout ce qui va avec. C'est ça le problème. Donc, il faut à un moment donné éviter cet affairisme politique. Que les gens arrêtent de croire qu'en politique, on vient faire des affaires. C'est pourquoi nous demandons que tout ceci, que les dépenses des institutions soient réduites afin de favoriser la rationalisation des dépenses publiques. Nous allons terminer par le 10e engagement, le renforcement de l'encadrement légal de la gestion budgétaire des provinces. Ah oui, les provinces, vraiment, on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est vraiment une réalité. Les provinces sont abandonnées. On a l'impression que vraiment, c'est la loi de la jungle dans les provinces congolaises. Le Congo profond se meurt réellement aujourd'hui. Madame, lorsque vous allez dans des provinces, vous allez constater que les gouvernements provinciaux s'endettent énormément. Ici déjà à Kinshasa, je crois, j'ai oublié les chiffres malheureusement, l'actuel gouverneur nous avait fait l'état de la dette provinciale qu'il avait trouvée. Hérité de Kimbuta, oui. Évidemment. C'était énorme, mais pour quelle fin? Bon, d'autres vous diront, ok, on s'endettait pour encadrer ou mieux réprimer des marches, et ainsi de suite. Il faut finalement arriver à un moment donné à encadrer tout ceci pour que cela ne coûte pas trop cher à l'État. Parce que lorsque l'on fait la comptabilité de la dette au niveau de dette au niveau de province, c'est énorme. C'est pourquoi nous prenons l'encadrement de la gestion budgétaire de nos provinces, qui apparemment aujourd'hui, c'est le cadet des soucis des différents dirigeants qui arrivent. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, c'est un problème de vision. Lorsqu'on vient pour gouverner, on connaît les problèmes qui rongent le pays et on a au préalable des solutions. On ne prend toujours pas la peine de jeter des problèmes ou encore de situations actuelles aux anciens dignitaires, mais on se dit que moi qui suis arrivé, j'ai des solutions.
ce n'est pas de dire aux gens que j'ai pas une baguette magique pour trouver des solutions. Non, lorsque vous veniez au pouvoir, vous nous aviez dit que vous aviez des solutions. C'est pourquoi la population vous a donné... Mais il y a quand même des réalités aussi, c'est vrai. Il a dit lui-même, quand j'étais par exemple opposant, je n'avais pas toutes les données, je ne connaissais pas tous les contours des affaires. Vous devez me comprendre. Donc quand je suis là, maintenant je découvre que ce n'était pas aussi facile. Mobutu l'a dit, c'est pas facile d'être le Zaïre. Donc 18 ans de destruction de Kabila, et ben, Tshisekedi l'a reçu et il ne peut pas changer ça, comme il dit, donc, avec une baguette magique. Il faut beaucoup de boulot et beaucoup de détermination. Que malheureusement, sur votre question, madame, que malheureusement rien n'est fait. Vous en êtes sûr? Rien n'est fait? En tout cas, je ne peux pas dire, pour être honnête, est en train de travailler, il y a ça, il y a ça, il y a pour ça. être honnête, je ne peux pas dire à quelqu'un qui gouverne qu'il n'a rien fait. D'autant plus que dans un bilan, il y a l'actif et le passif. Mais lorsque le passif est rempli, l'actif est moins important, donc on dit que c'est un échec. Okay, donc pour vous, vraiment, c'est l'échec, hein, ces 3 ans. Nous sommes au 3e année, nous sommes en train de traverser la 4e année, qui est une année post-électorale, et le gouvernement va beaucoup mettre ses énergies pour trouver le moyen à donner à la CENI afin d'organiser les élections, parce que c'est un impératif d'organiser ces élections, mais malheureusement, nous sommes pratiquement à la 4e année. C'est la fin de l'année. C'est la fin de la 3e année. Et aujourd'hui, moi, je peux vous garantir, madame, que du point de vue des experts, c'est très difficile de pouvoir faire appliquer correctement une politique publique qui va apporter du changement en une année. Il faut à peu près 3 ans pour appliquer pour l'application correcte d'une politique publique et voir de fruits. Donc aujourd'hui, j'ose même le dire, que l'actuel régime est déjà en train de jouer. Quand on vient au pouvoir, on fait ce qu'on appelle le diagnostic pour qu'à la finalité, qu'on apporte la thérapie. La thérapie adéquate. On ne vient pas se plaindre. Pas d'erreur de diagnostic en tout cas. Ben, si au début vous avez déjà fait des erreurs de diagnostic, conséquence logique, la thérapie que vous allez donner ne fonctionnera certainement pas. C'est le cas de l'actuel régime. Voilà, merci à vous. Spécial débat aujourd'hui était vraiment centré sur les 10 engagements de Délice Sanga, donc les 10 engagements d'Envol. Et Envol a été brillamment représenté par Rodrigue Ramazani. Vous avez senti son intelligence. Et moi, j'ose l'appeler turc, parce que ça me rappelle les années 90, où il y avait la CNS, il y avait les jeunes Turcs de l'époque qui nous ont fait rêver en politique, qui nous ont donné envie de faire la politique, qui nous ont donné envie d'écouter, vraiment d'entrer en profondeur dans ce que faisaient nos politiques, savoir un peu ce qui se passait. Et je vois que la nouvelle génération politique est en train de naître. Et je crois que le cessanguiste Rodrigue Ramazani représente valablement les idées de son autorité morale, je dirais même de son mentor en politique, Délice Sanga. On se retrouvera, mesdames et messieurs, prochainement pour un autre spécial débat. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi. Au revoir.